On connaît tous la légende historique Jules César, mais il y a une question que je me suis toujours posée sur cet empereur. Comment a-t-il fait pour devenir empereur à vie de Rome et, bien sûr, du monde de l'époque? On va découvrir ou redécouvrir un des dictateurs les plus célèbres de Rome qui a côtoyé Vercingétorix et Cléopâtre, une figure de proue de l'histoire mondiale. Empereur à vie de Rome, la conquête totale de l'Europe, du pain et des jeux, son histoire d'amour avec Cléopâtre, sa capture des pirates de Méditerranée, sa vie n'a été qu'un flot continu d'action et de rebondissements digne des plus belles séries Netflix. Ou Prime Video, je ne sais pas de quel bord vous êtes. Il a mis à ses pieds des peuples et des hommes tels que Vercingétorix. Et il n'a pas eu beaucoup de mal contre un petit village de Bretagne. Si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, ça me donne beaucoup de force. J'ai bien mis des guillemets sur empereur, car Jules César n'a pas été élu par le peuple de Rome. Non, non, non. Alors comment il a fait pour prendre le pouvoir? Avant de commencer, je voudrais vous raconter une petite histoire, c'est une petite histoire dans l'histoire, qui va vous permettre de voir à qui vous avez affaire. Jules César, un jeune magistrat dans la région de l'Espagne actuelle, doit se rendre à Rhodes en Grèce pour étudier l'oraison. L'oraison est une sorte de prière silencieuse qui peut durer quelques jours. Cette prière permet de se connecter au Dieu qui est présent en soi. Pendant le voyage en mer, des pirates siciliens capturent le magistrat. Les pirates demandent une rançon pour l'homme d'État à Rome, mais Jules César n'est pas content. Il trouve que la somme demandée pour lui est trop peu. Il pense valoir beaucoup plus cher que ça et demande aux pirates d'augmenter la rançon. Après 38 jours et une somme plus conséquente payée, César est libéré. Par la suite, il va traquer ses ravisseurs et les tuer un par un. Voilà à qui vous avez affaire. C'est pas un rigolo, César. Après cette petite aparté pirate, revenons à notre histoire principale. L'Empire de Rome en moins 50, c'est grand comme ça. Jules César, un chef militaire romain, construit sa carrière politique dans les sphères de Rome. Il se fait remarquer sur le terrain surtout. Dans les terres d'Europe à conquérir, Jules César est un bon chef militaire. Certaines victoires contre des peuples barbares vont le faire remarquer par la maison mère. Rome avait cette particularité d'être une république. Il y avait un leader à sa tête bien sûr, mais avec un sénat, des hommes élus par le peuple. La république à cette époque avait une politique de conquête des peuples, dits barbares qui les entourent. Le terme barbare pour Rome, c'est ceux qui n'avaient pas de route, d'aqueduc et d'orgie romaine. Les vilains barbares. En Gaule, Jules César devient gouverneur de la Gaule transalpine. Pour vous situer, c'est juste ici, le sud de la France actuelle et le nord de l'Italie. Car à l'époque, la Gaule représentait plein de petits peuples, dont les plus célèbres, les Avernes, dirigés par un certain Vercingétorix. Après une victoire militaire contre des peuples allemands, une grande guerre contre la Gaule se précise. Il faut dire que Jules César est ruiné. Il a dépensé tout son argent dans du pain et des jeux pour être aimé des Romains. Les jeux organisés lui ont vidé les poches. Prendre le contrôle de toutes les Gaules pourrait le rendre plus riche et encore plus célèbre. Cette guerre s'appellera la guerre des Gaules. D'un côté, on a un Jules César avec une armée gigantesque armée d'unités d'élite, les Principes, des légionnaires qui avaient acquis assez d'expérience de combat au fil des années. De l'autre, plein de peuples qui ne s'entendent pas, mais qui vont se rejoindre autour d'un homme, Vercingétorix. Vercingétorix ne voit qu'une solution pour contrer les Romains, que tous les peuples de Gaule soient ensemble à combattre. Après plusieurs batailles gagnées par César dans la Gaule entière, tout ce petit monde vont se retrouver à Alésia. Ce sera le théâtre de la bataille finale. Les Gaulois et Vercingétorix se sont retranchés dans l'oppidum d'Alésia, qui se trouve dans la Bourgogne actuelle. Un oppidum, c'est un village fortifié qui se trouve en haut d'une colline, une spécialité gauloise. La pente de la colline rendait les incursions difficiles pour les ennemis. Mais cet oppidum ne va pas tenir longtemps face à Jules César. Il faut dire que notre homme est un fin stratège, et il a un plan. Les Gaulois se sont retranchés sur la colline renforcée. César va construire une double fortification pour emprisonner les Arvernes dans l'oppidum. Plus personne ne peut entrer ou sortir. Vercingétorix essayera quand même d'envoyer des messagers pour que des renforts gaulois viennent les secourir. Une grande armée gauloise de secours arrive enfin pour faire face aux légionnaires de Rome. César repousse l'armée de Gaulois venue secourir Alésia. Vercingétorix est maintenant seul. Les jours passent. L'oppidum gaulois va très mal. Ils n'ont plus de vivres. Vercingétorix doit se rendre. Le chef gaulois jette les armes devant les pieds de Jules César. Rome a gagné. Toutes les Gaules conquises. Cette victoire contre les Gaulois va donner beaucoup de pouvoir et de force d'armée à César. L'empereur de Gaule en veut plus. Il veut la totalité de l'Empire romain. Ce qu'on remarque avec Jules César, c'est qu'il ne veut pas qu'une petite part du gâteau. Jules César, il veut tout le gâteau, toutes les parts. Pour arriver à ses fins, il va créer un pacte avec deux hommes puissants de l'époque à Rome, Crassus et Pompée. Le deal est simple. On prend le pouvoir à Rome, on dégage le Sénat. Ciao ciao,
et buffet géant pour tout le monde. Ce deal va marcher un temps. Ils prennent le pouvoir sur Rome. Pompée et Crassus gèrent Rome, pendant que Jules César s'occupe des barbares pour étendre leurs frontières. Mais un problème survient. Crassus meurt et César sent qu'il y a un coup à jouer. Il ne veut pas laisser Rome à l'autre homme, Pompée, et veut la totalité de l'Empire. César a le soutien de l'armée et du peuple romain. Pompée seulement du Sénat. Qu'à cela ne tienne, notre général va prendre sa grosse armée, passer les Alpes et prendre Rome par la force. Il était bien sûr interdit à l'époque d'avoir un gouverneur de région autre que Rome de franchir les Alpes avec une armée. C'est une déclaration de guerre à son ancien pote Pompée. Pompée dans la sauce! En choisissant de prendre Rome par la force, il dira cette phrase devenue célèbre, Alea jacta es. La traduction c'est « J'aimerais bien qu'on me nettoie mes bottes ». Ah non, pardon, c'est pas ça. La traduction c'est « Le sort en est jeté ». Bon, pour dire le mot, Pompée, en voyant arriver César avec une énorme armée, prend peur. Il va donc s'enfuir loin vers le sud. César se fait nommer dictateur à vie par le Sénat. Il instaure un régime totalitaire. C'est lui qui décide de tout, et si t'es pas content, tu finis au lion dans le Colisée. Le nouveau dictateur de Rome est le patron ultime de l'Europe. Son royaume s'étend de l'Angleterre au nord jusqu'en Turquie actuelle au sud. Mais il reste quelque chose à gérer pour que tout soit parfait. Pompée, qui s'est enfui au sud, doit mourir. Il ne veut pas que Pompée crée une armée pour reprendre Rome. César prend les devants. Il apprend que ses éclaireurs ont repéré l'homme qu'il recherche. Il s'est réfugié auprès du pharaon Ptolémée XIII en Égypte. Voilà une très bonne raison pour peut-être intervenir dans le pays et récupérer son vilain rival. La situation en Égypte à l'époque est très tendue. Ptolémée XIII et sa sœur, une certaine Cléopâtre, sont en guerre pour le trône d'Égypte. Une raison de plus pour intervenir dans le pays pour Rome, qui voit dans cette conquête une possibilité d'avoir beaucoup de nourriture et de richesses. Quand César arrive en Égypte, il veut rencontrer le jeune roi Ptolémée. C'est difficile à dire, Ptolémée. Le jeune pharaon présente à César la tête coupée de Pompée, l'ennemi de l'empereur de Rome. On imagine bien César assez heureux de voir cette vision de son Pompée tranché. C'est une autre rencontre qui va changer le cours de l'histoire. César rencontre la sœur de Ptolémée, Cléopâtre, et va être littéralement séduit par la jeune femme. Il faut dire que la jeune souveraine, du haut de ses 21 ans, a quelques atouts dans son nez. L'empereur, fort de cet amour naissant, va choisir son camp. Il va aider Cléopâtre à tuer son frère et la mettre sur le trône. Avec tout le talent qu'a César pour retourner une région, il parvint à tuer Ptolémée et à placer sa nouvelle protégée sur le trône d'Égypte, nouvelle province de Rome. Cléopâtre et César vont avoir un fils, Césarion, fruit de leur amour. L'empereur a de grands projets pour sa nouvelle famille. Il voudrait faire de Cléopâtre sa femme attitrée et son fils, Césarion, héritier de l'Empire. César doit rentrer à Rome, où les tensions commencent à se faire sentir. Son fils adoptif Brutus, ah oui je vous ai pas dit, il a un fils adoptif Jules César, Brutus. Son fils Brutus, qui est élu au Sénat, voit son père comme un dictateur sans scrupules qui veut la totalité du pouvoir. C'est pas faux du tout. En gros, ils ont peur que César retire le Sénat et devienne roi. Fini la République, ciao. Rome, à l'époque, était une république romaine. Le pouvoir était partagé entre plusieurs hommes élus du peuple. Mais César avait accumulé trop de pouvoir et d'honneur, au point de menacer la République. Brutus se dit libérateur de Rome et doit tuer son père. C'est un 15 mars, lors d'une assemblée du Sénat auquel César assiste, qu'il est poignardé par plus de 40 coups de couteau, dont son fils, qui va à cœur joie, hein. Le grand César est mort. Alors il aura été élu dictateur à vie en février -44. Il se fait tuer en mars -44. Il sera alors dictateur à vie pendant un mois. C'est assez court, oui. C'est court. Voilà comment un homme qui avait des envies de plein pouvoir a fini sa vie dans le sang. Une épopée incroyable dans les prémices d'une histoire européenne riche. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à suivre ma chaîne si vous posez vous aussi des questions sur l'histoire. Je vais essayer humblement d'y répondre avec vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire incroyable.